J'aimerais d'abord commencer par une citation. C'est mon côté Sciences Po, même si j'ai eu l'honneur de ne pas faire Sciences Po. Vladimir Poutine a dit en février 2012 lors de la campagne présidentielle: l'Amérique n'a pas besoin d'alliés, elle n'a besoin que de vassaux. Alors, en commençant cela, on comprend bien quel est le point de vue de Vladimir Poutine vis-à-vis des États-Unis depuis maintenant 1998, date où il est arrivé directeur du FSB, et qu'il les pratique quasi quotidiennement. Alors, pour commencer, sur cette affaire syrienne, et avoir, tous les aspects de la relation russe au problème, et l'aspect diplomatique en est un, mais ce n'est pas le seul, je vais parler d'abord d'une coïncidence. Alors, cette coïncidence, c'est que le 9 mars 2010, un an pile avant le début des événements en Syrie, le directeur adjoint du GRU, c'est-à-dire la direction principale du renseignement du ministère de la Défense russe, en clair les services de renseignement militaire russes, était enlevé en Syrie et était retrouvé, disparaissait de Syrie et était retrouvé 4 jours plus tard dans la Méditerranée, en face d'un hôtel en Turquie. Le voyage qu'il avait fait en Syrie, d'après les sources proches du ministère de la Défense, n'était pas un voyage d'agrément. Il était allé à Latakié, dont les connaisseurs de la Syrie savent que c'est la région natale de la famille El-Assad, et il était même allé, d'après ses sources, auprès de la famille El-Assad, notamment de Bachar et de son frère, et il était allé aussi visiter les contingents russes qui étaient en escale dans ce gentil port de la mer Méditerranée. Ça, c'est un petit élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que l'an dernier, au mois de mars 2012, Mikhail Fradkov, donc qui est le directeur du SVR, qui est le service de renseignement extérieur russe, qui est l'héritier de la première direction principale du KGB, était en visite officielle en Syrie à Damas, avec le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il a retrouvé son vieil ami Bachar el-Assad, étant donné qu'il a été un de ses élèves, son frère plutôt, a été un de ses élèves à l'école des renseignements Félix Dzerzhinsky du KGB. Et suite à cela, une semaine plus tard, 49 agents turcs étaient arrêtés par la sécurité militaire syrienne et leur sort n'a pas été communiqué. Alors ça, c'est la petite histoire. Passons un peu à la grande. La Syrie, alors la relation russo-syrienne n'est pas très très ancienne, étant donné que historiquement le premier consulat à Damas a été ouvert au XIXe siècle par la Russie, à l'époque de l'Empire ottoman, que la Russie reconnaîtra l'indépendance de la Syrie dès 1944, et que encore la Russie
Haut Conseil de sécurité en 1946 va exiger le départ des dernières troupes françaises et britanniques de ce pays, ce qu'elle obtiendra des États-Unis d'ailleurs. Et puis la relation russo-syrienne va se tendre un petit peu à partir du moment où en 1948, Staline prend la décision de reconnaître l'indépendance d'Israël. Pensant que, étant donné que les gens qui défendent une option socialiste sont majoritaires en Israël, avec les institutions des kibbutz et des syndicationnistes de gauche, ce sera un ferment de marxisme dans la région qui contaminera l'ensemble du Proche-Orient. La relation donc soviéto-syrienne à l'époque se tend, se rompt, et une fois que l'URSS change de politique à partir de 1950, les relations vont se renouer pour être bonnes à partir de 1956 et excellentes à partir des années 60 et plus précisément 1965. Enfin, de 1961 plutôt. Et la création de la République arabe syrienne. Il faut savoir que à partir de 1967 et de la guerre des 6 jours, l'URSS va envoyer un contingent de conseillers militaires permanents en Syrie, que ce contingent militaire va passer de 1500 au début, donc en 1967, à 8000 en 1982, que ce contingent militaire aura pour but bien sûr de former les forces syriennes, particulièrement les forces de l'armée de l'air, et celui qui commande à l'époque l'armée de l'air dans les années 60 est un certain général Hafez el-Assad, et que cette personne va devenir très vite un grand ami de l'Union soviétique. Il va devenir même un intime de la plupart des dirigeants soviétiques. D'ailleurs, il jouera avec maestria des différents rapports de force au sein du Politburo et au sein des gouvernements soviétiques. Ça, c'est encore pour la petite histoire. Et Hafez el-Assad va arriver à une de ses fins, c'est-à-dire qu'en 1977, l'URSS, un peu malgré elle, suite à une visite, Hafez el-Assad décide lors d'une visite officielle de Kosygin à Damas, donc Kosygin était le premier ministre soviétique, eh bien, il décide d'intervenir au Liban. Et le Premier ministre soviétique étant présent, le monde entier pense que l'URSS soutient l'intervention syrienne. Brejnev va appeler Hafez el-Assad pour l'engueuler, mais lui dire « T'as fait une connerie, mais comme tu l'as faite, on ne peut plus reculer maintenant. » Et l'URSS va te soutenir. Et en effet, sur les 8000 conseillers, d'après les estimations, environ 4000 vont être affectés au Liban et vont participer directement au combat, notamment dans les unités de défense aérienne et notamment dans les unités de chars. D'ailleurs, l'URSS va augmenter son engagement. À partir de 1982, on envoie 2 régiments, donc secrètement, c'est-à-dire qu'ils arrivent comme des touristes, à l'attaquer, en civil, ils débarquent du bateau, et dans les soutes du navire, des lance-missiles, et des radars. Et donc on a 2 régiments équipés du tout nouveau missile S-200 à l'époque, donc missiles de défense antiaérienne à longue portée, qui arrivent, qui se mettent à la frontière libano-syrienne, et qui abattent le premier avion israélien qui passe, ce qu'ils font au bout de 2 jours, et qui vont abattre un AWACS ensuite,
ce qui montre aux Israéliens qu'il ne faut vraiment plus revenir en Syrie. Ils vont comprendre à peu près le message pendant à peu près 20 ans. Ça, c'est une... Donc, vous voyez qu'il y a un engagement très important militaire des Soviétiques jusqu'en 85 à peu près, où les événements et la guerre du Liban se tassant, les Soviétiques opèrent un retrait et transfèrent les responsabilités aux Syriens, mais maintiennent des contingents quand même importants, étant donné qu'on va maintenir le nombre de conseillers soviétiques à environ 2000. Ce qui est important pour un engagement soviétique dans un pays, ce qui montre la place stratégique qu'a la Syrie dans les intérêts soviétiques à l'époque, mais dans les intérêts russes, étant donné que ce contingent ne sera jamais retiré, même s'il va baisser d'année en année à partir des années 80, à partir de la fin des années 80. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, bon, premièrement, ça vous permet un peu de planter le décor. Et deuxièmement, il faut dire aussi que je connais bien l'un des colonels des détachements de conseillers soviétiques qui a servi pendant 10 ans en Syrie et qui m'a dit, quand il y a eu les premières affaires de gaz, moi je l'ai appelé, je lui ai dit, écoutez mon colonel, comment ils ont pu faire ça et tout. Il m'a dit, écoutez, comment ils ont pu faire ça, parce qu'apparemment ils ont lancé les missiles dans un quartier où il y avait leur propre troupe, donc comment vous avez pu leur apprendre un truc comme ça? Il m'a dit, non mais écoutez, bon, j'ai été dans le monde arabe assez longtemps, et je peux vous dire que les soldats syriens sont des bons soldats, c'est pas des Égyptiens, c'est pas des Palestiniens, c'est des gens qui sont sûrs. Texto. Donc ils n'ont pas pu faire ça. C'est pas possible, on les a bien éduqués, ça fait 40 ans qu'on leur apprend l'art de la guerre, c'est pas possible qu'ils fassent une ânerie pareille. Bon, alors, ça c'est pour l'anecdote. Alors ensuite, la Russie va continuer à soutenir, bien sûr, enfin à maintenir une présence en Syrie, donc présence de conseillers militaires. À l'époque, parallèlement, bien sûr, à l'époque soviétique et encore aujourd'hui, on a des conseillers dans les services de renseignement. On a des échanges, des étudiants syriens qui viennent étudier en URSS puis en Russie dans tous les domaines. Et chemin faisant, on a une communauté russe assez importante en Syrie. D'après les chiffres d'avant-guerre, il y avait à peu près 60 000 citoyens russes habitant en Syrie à l'époque. Donc, pour la Russie, la Syrie, c'est pas comme à la maison, mais c'est le voisin du Sud qu'on aime bien avoir à table, quoi. Alors, mis à part cela, il y a un fait géopolitique. Pourquoi la Russie investit tellement en Syrie depuis si longtemps ? Pour 4 raisons. La première, c'est que l'accès aux mers chaudes est une des constantes de la diplomatie russe depuis Catherine II. Quand on est dans un pays dans lequel la plupart des ports gèlent 7 mois par an, ce qui est le cas de la Russie, le seul port qui est ouvert à peu près, qui peut être ouvert toute l'année à l'ouest, je parle dans la partie européenne, c'est le port de Mourmansk. Donc quand on est dans cette situation-là, l'accès à des mers chaudes est une question vitale si on veut commercer et développer l'économie du pays. La Russie a un problème, c'est qu'elle a l'accès à une mer chaude qui s'appelle la mer Noire, et que certains savent, la mer Noire a cette caractéristique d'être la seule dont le détroit qui permet l'entrée et la sortie est contrôlé par un seul pays qui s'appelle la Turquie. Donc, cela veut dire
que pour avoir, une liberté totale, il faut être présent non seulement en mer Noire, mais en Méditerranée de façon permanente, histoire de pouvoir défendre ses intérêts au cas où. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que du point de vue géopolitique, la Russie a une puissance avec laquelle elle a historiquement, vis-à-vis de laquelle historiquement elle se méfie de ses tentations, expansionnistes, c'est la Turquie. Il faut savoir qu'il y a d'immenses régions turcophones hors de la Turquie, et que ces régions sont un enjeu, et c'est un enjeu pour trois pays que sont la Russie, qui a des minorités turcophones dans le sud, dans le Caucase, mais aussi dans ses voisins proches que sont l'Azerbaïdjan et les républiques d'Asie centrale. Je ne vous les citerai pas, mais il y en a 7. Et puis, la deuxième, c'est l'Iran, qui a 2 régions azéries au nord, le long de sa frontière avec les pays de l'Asie centrale. Et enfin, le troisième, c'est la Chine. Et pour verrouiller la Turquie, les Russes pensent que le mieux, c'est de l'enserrer. Alors, on l'enserre au nord avec la petite Arménie, qui est la sentinelle avancée de la Russie, dans le Caucase du Sud. On l'enserre au sud avec la Syrie, et on l'enserre à l'est avec l'Iran. Donc ça, c'est une deuxième question. Donc si la Syrie saute, la Turquie va se sentir beaucoup plus à l'aise. Et une Turquie à l'aise, les Russes en ont peur. Et ils en ont peur à juste raison, étant donné que ils ont passé tout le 19e siècle à être en guerre avec. Et dès que la Russie a été affaiblie à la suite de la révolution bolchevique, les Turcs ont tout fait pour mettre le grappin sur le Caucase. Avec l'aide des Anglais d'ailleurs, soit dit au passant. Donc c'est un deuxième point qui est un point structurel, historique et lourd. Troisième point, c'est que la Russie, bien sûr, est un pays gazier, c'est la première puissance gazière du monde. La deuxième, par le nombre de réserves, si mémoire est bonne, la deuxième ou la troisième, parce que ça dépend. La deuxième, c'est l'Iran, donc un ami, et la troisième s'appelle le Qatar. Et la Russie essaye de créer depuis 2002. Vladimir Poutine pousse un projet qui s'appelle le Forum des exportateurs de gaz, Forum mondial des exportateurs de gaz, qui voudrait être l'équivalent de l'OPEP dans le domaine du gaz. Et bien sûr, dans cette organisation, on a le Qatar, qui est le leader des pays islamiques qui sont au sein de l'organisation. Et la Russie a un problème avec le Qatar, c'est que la Russie veut transformer le forum des exportateurs de gaz en OPEP, c'est-à-dire en cartel qui va fixer des normes de production et permettre d'augmenter les prix, de 1, et de 2, un cartel qui imposera de maintenir le système actuel, qui est, alors pour les spécialistes des marchés gaziers sur de quoi je parle, qui est celui des contrats d'approvisionnement long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une compagnie gazière comme Gaz de France, si vous voulez acheter du gaz, vous n'allez pas sur un marché et dire « je veux 100 tonnes de gaz pour le mois prochain ». C'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez avec votre gouvernement auprès de l'État fournisseur de gaz et vous lui dites « j'ai besoin de 10 millions de mètres cubes par an, à combien vous me le faites ?» Et là, on commence la négociation. Et une fois qu'on a la négociation, il y a 3 termes dans le contrat. Il y a le prix, le volume, et un volume minimum garanti, qui permet à l'État fournisseur de dire « ok, j'aurai des rentrées stables ».
L'Union européenne et les États-Unis veulent faire péter ce système. L'Union européenne, dans le 3e paquet énergie, donc, qui est une directive communautaire, prévoit d'obliger les États membres à se fournir sur ce que l'on appelle le marché spot. C'est-à-dire un marché, comme pour le pétrole, court à la seconde. Le gars, j'en veux 1000 mètres cubes, le cours est à temps, j'achète tant. Plus de volume minimal, plus de prix est fixé, plus de stabilité. Et dans le forum des exportateurs de gaz, qui défend la position du recours au marché spot? Le Qatar. Et le Qatar, arrosant d'autres pays comme l'Algérie par exemple, pour ne pas la nommer, eh bien, bloque les décisions dans le forum. Donc, notamment, elle a empêché le forum de devenir une organisation internationale avec pouvoir contraignant sur ses membres. Le siège de l'organisation, qui devait être à Saint-Pétersbourg, bizarrement, se retrouve à Doha, au Qatar. Et donc, c'est sur le fond de cette lutte pour, sur deux conceptions du marché gazier, sur deux conceptions même de l'État fournisseur de gaz, qu'arrive cette guerre syrienne dans laquelle, bizarrement, on va retrouver bien sûr la Russie, avec son allié historique syrien, mais on retrouve le Qatar. Qatar qui en plus a un autre intérêt dans cette affaire, toujours le gaz, c'est que il a un projet avec Israël et les États-Unis de construire un gazoduc qui passerait dans les régions de l'est de la Syrie pour approvisionner Israël, le Liban et l'Europe. Et ainsi pouvoir permettre de libérer l'Europe de l'emprise du méchant gaz russe dont Vladimir Poutine menace de nous couper le robinet si on n'est pas gentil avec lui. Voilà pour l'aspect gazier du problème. Et vous voyez, là aussi, on est sur des intérêts quand même assez structurants. Quatrième aspect, pardon. J'arrive plus à compter. Quatrième aspect, donc, c'est bien sûr un aspect sur la conception diplomatique des choses. La Russie défend contre les puissances occidentales le verrou du Conseil de sécurité de l'ONU pour toute intervention et tout recours à la force. Et bien sûr, avec le droit de veto aux membres permanents. Yevgeny Primakov, dans son dernier livre, qui est le tome 3 de ses mémoires, qui s'appelle « Le monde sans la Russie », raconte cette réunion à l'ONU en 2006, où ils viennent dans un forum de l'ONU pour parler de la réforme de l'ONU. Et les représentants des puissances occidentales lui disent « Écoutez, voilà, on a la responsabilité de protéger, c'est-à-dire les populations civiles, si elles sont attaquées par leur propre gouvernement, qu'est-ce qu'on fait si ça menace ?» Alors, Primakov dit c'est très simple. Pour la Russie, il y a 3 conditions. Enfin, il y a 2 conditions. La première, c'est que non seulement ce soit qu'il y ait des troubles intérieurs, mais qui menacent la sécurité régionale, voire internationale. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que ce soit le Conseil de sécurité qui décide avec ses membres permanents qui ont le droit de veto. Et alors là, les Occidentaux arrivent et lui disent... Alors, c'était une certaine Madeleine qui parlait avec lui. Madeleine A. Qui disait, mais si au Conseil de sécurité, ça bloque. Il y a quand même des gens qui meurent. Qu'est-ce que vous faites ? On ne pourrait pas avoir recours à l'Assemblée Générale pour contourner le Conseil de sécurité ? D'ailleurs, vous entendrez que c'est une idée que l'on entend actuellement. Dans tous les débats cénacles bien pensants, c'est une idée qu'on vous envoie. Vous voyez d'où elle vient. Donc,
on pourrait avoir recours à l'Assemblée Générale pour contourner l'impasse au Conseil de sécurité. Et Evgeny Primakov dit, si vous voulez faire un document qui annoncera cette conclusion-là, vous n'aurez pas ma signature. Et si vous arrivez un diplomate, et si vous trouvez ne serait-ce qu'un diplomate russe, et je peux vous dire, je les connais tous, je les ai tous formés, qui signera un tel document, je pense que vous aurez excessivement de mal à trouver, parce que la position russe, elle est celle-là, elle est intangible, et elle ne changera pas, au moins pour les 100 prochaines années. Donc, Madeleine A été conduite, les Américains ont quitté l'instance en question, pestant contre ces indécrottables Russes qui refusent tout changement démocratique et blablabla et blablabla. Donc ça, c'est un deuxième point. Enfin, c'est le dernier point. Donc, comment les Russes voient actuellement les événements de Syrie ? Alors, premièrement, les Russes, ça ne veut pas dire grand-chose étant donné que les Russes, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les opinions. Il y en a même qui soutiennent une intervention, je vous rassure, hein, ils sont ultra minoritaires. C'est-à-dire qu'ils sont dans 2 rues à Moscou, très près du centre. En général, voilà, pas très loin de l'ambassade américaine. Donc, il y a, je dirais, une unanimité, y compris au Parlement russe actuellement, pour être, bien sûr, contre tout recours à la force dans l'affaire syrienne. Pour une raison simple, comme l'a dit Sergueï Lavrov, parce que les problèmes des Syriens doivent être réglés par les Syriens. Et que la Russie ne s'associera à aucune initiative qui se fera dans le dos des Syriens. Et que jusqu'à preuve du contraire, Bachar el-Assad est président de la Syrie. Et que jusqu'à preuve du contraire, et jusqu'à temps qu'on ait fait une nouvelle élection, il a des députés aussi au Parlement syrien, qui sont majoritaires. Et que, enfin, l'opposition n'est pas une, mais elle est multiple, et qu'il y a une opposition intérieure qui peut parfois coopérer avec le gouvernement syrien. Et puis, il y a cette palinodie qu'on appelle le Conseil national syrien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième unanimité qu'on trouve au Parlement, c'est que il est hors de question que la Russie cesse l'aide qu'elle procure au gouvernement syrien. Alors, lors de la conférence de presse du G20, Vladimir Poutine a déclaré « Est-ce que nous allons aider la Syrie ?» Bien sûr. Et comme nous l'aidons actuellement. Nous lui fournissons des armes, nous coopérons dans la sphère économique, et j'espère que nous allons encore plus coopérer dans les domaines de l'action humanitaire. Et d'ailleurs, nous allons lui envoyer une aide humanitaire si le gouvernement syrien nous le demande. Alors ça, c'est la première réponse. Enfin, ça c'est un fait établi. Et puis deuxièmement, la Russie, donc l'idée que l'on pourrait recommencer à aider directement de façon militaire la Syrie n'est pas une idée qui est exclue au ministère de la Défense russe. Je vous ai parlé de ces 2 régiments
de défense antiaérienne qui avait refroidi les ardeurs de l'aviation israélienne en son temps, à l'état-major général, on n'exclut pas de pouvoir rééditer l'expérience. Ceci semble être corroboré par le fait que il y a bien sûr une patrouille permanente russe en Méditerranée, qui d'ailleurs s'arrête dans la base, enfin dans une base technique de la marine russe qui est à Tartous, où on répare les bateaux. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, cette base russe dont on vous parle souvent, qui est en fait une base d'escale technique, hein, simplement, lorsque le général, enfin le maréchal Oustinov, qui était ministre de la défense de l'URSS, était à l'époque, donc négociait avec Hafez el-Assad, enfin la négociation c'était plutôt on vous met une base là, sinon au Liban vous allez vous débrouiller directement avec les Israéliens, et je ne sais pas si ça va durer longtemps. Donc en 79, la négociation était que les Russes voulaient une base aéronavale à l'époque, avec une piste d'atterrissage, enfin une piste d'aviation et un aéroport militaire. Hafez el-Assad était sur le principe d'accord, et puis en fait c'est son ministre de la Défense, le général Klass, qui a dit pas du tout, hors de question, la souveraineté syrienne ne le permettrait pas, etc. Et donc les Russes ont dit bon bah va pour la base navale alors. Donc ça c'est pour l'histoire de cette base dont on vous dit dans la presse française que ce serait une énorme base navale qui serait menaçante pour la sécurité du monde. Faut quand même pas exagérer. Même si en effet elle est stratégique parce qu'elle permet aux Russes de patrouiller en permanence dans la Méditerranée. S'ils ne pouvaient pas le faire, il faudrait qu'ils trouvent une autre escale technique, et ce serait beaucoup plus compliqué étant donné que par exemple, les Russes ont essayé de négocier avec Chypre, et que bizarrement, lorsqu'ils ont essayé de le faire, les Britanniques ont augmenté leur contingent sur l'île, histoire de dire on est là. Donc, alors les Russes, donc, depuis l'an dernier, donc, ont augmenté leur contingent en Méditerranée. Ils sont passés de 3 bâtiments en patrouille permanente à 5. Et là, si ma mémoire est bonne, dans les derniers numéros de la presse russe d'avant-hier, on doit être à 8. Sachant que on a 3 bateaux de débarquement qui ont été envoyés supplémentaires, le Novotcherkassk, le Minsk et le Nikolai Filchenkov. Et on a un bateau éclaireur qui est le Priazovie. En plus des 5 autres bâtiments de patrouille permanente. Sachant que le bateau éclaireur est destiné précisément à la Syrie, c'est ce qu'a annoncé l'état-major général russe. Donc les Russes prennent l'affaire au sérieux. Ils ont une histoire importante avec la Syrie, et ils ont encore d'autres raisons, bien sûr, de regarder la situation et de soutenir leur allié syrien. C'est que, premièrement, ils savent, comme le monde entier, sauf Bernard-Henri Lévy et les journalistes du Monde, que l'armée syrienne libre n'est pas une armée, qu'elle n'est pas syrienne et qu'elle n'a jamais été libre. Et les Russes sont, comment dire, pas peinés, mais sont inquiets de voir que, d'après le FSB, dans un communiqué officiel, donc je pense que c'est un petit peu minoré, voire même beaucoup, il y a
200 combattants issus des républiques du Caucase du Nord, citoyens russes, qui font le djihad contre les forces gouvernementales syriennes en Syrie. Il faut savoir que lorsque les Syriens les attrapent, les agents du FSB qui sont sur place, d'après les sources, il y a une cinquantaine de conseillers du FSB auprès du Mukhabarat syrien. Quand les Syriens les attrapent, les agents du FSB les prennent, on leur rend leur passeport russe et on leur dit expulsion automatique, vous revenez à la maison dans un avion militaire, étant donné qu'il n'y a plus de vol civil entre Damas et Moscou depuis l'an dernier, par avion militaire. Il y a une rotation d'avions militaires tous les jours entre Damas et le sud de la Russie actuellement. Et on vous envoie directement en République de Tchétchénie, on vous remet aux policiers de Ramzan Kadyrov qui sont pas des gens, qui ont des gens à l'humour assez particulier. Ceux qui parlent le russe sauront de quoi je parle. Il y a un reportage qui a été... Enfin, pas un reportage. Il y a un mois, Ramzan Kadyrov, donc, lors des nouvelles télévisées à la chaîne locale donc, qui s'appelle la TRK Grozny, à la chaîne télévisée tchétchène, avait pris la parole et il avait en face de lui un de ces jeunes qui avait 20 ans avec une barbe tout juste coupée et il l'engueule pendant un quart d'heure et le gamin regarde ses pompes pendant un quart d'heure. Ça c'est un avertissement pour dire regardez ce qui vous attend si un vous allez en Syrie et si deux on vous attrape. Alors ça c'est un point. Il faut savoir que d'après les agences de presse, dans le vol qui avait été dans le fameux avion qui a été intercepté l'an dernier par les Turcs avec des armes en direction de la Syrie, il y avait 16 agents du FSB à l'intérieur. Et donc, il y a un soutien aux forces de sécurité syriennes, qui est un soutien là aussi lourd. Alors, il y a des rumeurs d'agents des Spetsnaz du FSB en Syrie, ça j'y crois pas trop. Même si c'est tout à fait possible. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des agents démobilisés des services russes auxquels on donne des contrats de consulting et qui vont travailler auprès des services à Damas. Ça, par contre, c'est une chose qui est connue, qui filtre dans la presse, mais qui n'est pas, bien sûr, reconnue. Tout le monde peut bien s'en douter. Donc, la Russie soutient clairement le gouvernement syrien, soutient clairement donc les efforts pour maintenir un gouvernement et une stabilité en Syrie. Pour donc cette raison que je vous ai dit, il y a 200 combattants du Caucase du Nord d'après le FSB en Syrie. Et les Russes n'ont peur que d'une chose, c'est que si le gouvernement de Bachar el-Assad ne tient plus, eh bien, ils se retrouvent avec un flot d'immigrants clandestins, ou non d'ailleurs, parce que certains ont passeport russe, qui vont revenir au Caucase du Nord, instruits de l'expérience qu'ils auront acquise dans les organisations démocratiques et ouvertes, où on porte la barbe et on fait 5 prières par jour, et que l'on ravive
des conflits que l'on ravive des réseaux terroristes dont la Russie arrive à peine à maintenir dans un état supportable. Ça, c'est la grande crainte des services russes. Il faut savoir qu'il y a en Syrie, en plus des populations donc, qui ont la citoyenneté russe, parce que c'est des épouses de Syriens, par exemple, qui sont venus étudier en URSS à l'époque, ou parce que c'est des conseillers militaires ou des conseillers, ou des gens qui venaient dans le milieu de la construction, dans les métiers de la construction, par exemple en Syrie. En plus de cela, il y a des minorités d'origine caucasienne en Syrie. Il y a des Adygués, il y a quelques Tchétchènes, mais ils ne sont pas très nombreux, ils sont plus nombreux en Jordanie. Et puis, il y a des Tcherkesses. Et qui, bien sûr, du fait des combats, demandent à venir en Fédération de Russie, la terre de leurs ancêtres. Ils sont admis au compte-gouttes. D'ailleurs, après que les services syriens donnent leur dossier, pour être sûr que ce sont des gens bien. Et puis ensuite, voilà, la Russie a aussi peur de cette immigration massive-là qui modifierait les équilibres précaires ethniques dans les Balkans, hein, dans certaines républiques, comme au Daghestan par exemple. Donc voilà, la Russie est impliquée à plusieurs titres dans la crise syrienne. J'ai essayé de faire à peu près le tour de tous les enjeux, de la position russe dans tous les domaines. Et enfin, il faut dire une dernière chose, c'est que lorsqu'il y a une personne qui doute de la position du veto russe dans la vie politique russe, ça peut arriver, des gens qui doutent, qui disent oui quand même, Assad c'est pas un enfant de cœur, quand on réprime il y a des morts, enfin nous on en sait quelque chose avec le Caucase du Nord, quand même c'est pas bien quoi, hein. Et on lui dit la Libye, tu as vu comment on s'est fait avoir? On a donné une autorisation pour une zone d'exclusion aérienne, on s'est retrouvé avec une campagne de bombardement qui a fait gagner les barbus. Est-ce que tu veux qu'on recommence? Et là, en général, l'homme politique centriste se ravise et dit effectivement, il faut trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, la position de Vladimir Poutine que je vous avais exposée, qui est 1. Le soutien au gouvernement syrien légalement établi, 2. La Russie est prête à proposer ses services et souhaite ardemment une conférence politique réunissant tous les acteurs syriens pour trouver une solution politique à la crise. 3. L'exclusion du recours à la force par une puissance quelle qu'elle soit. Cette solution-là, cette position-là fait l'unanimité dans la vie politique russe, en tout cas dans ses institutions et au Parlement. Et donc, ceux qui pensaient comme Alain Juppé, ou non pas Alain Juppé, c'était comme François Fillon, qu'en faisant une visite et en faisant des risettes à Vladimir Poutine, on allait lui faire changer une position qui repose sur des enjeux aussi lourds et sur une connaissance du pays aussi importante que celle qu'ont les services russes. Parce qu'il faut savoir que Vladimir Poutine, lorsqu'il était à l'école du KGB, à l'école supérieure du KGB à Leningrad, il y avait au moins 2 officiers syriens dans sa promotion, comme dans quasiment toutes. Et donc, la Syrie, quand on parle à un Russe de la Syrie, il faut vraiment la connaître quand on lui en parle,
surtout lorsque c'est un officiel russe qui est passé soit par les services, soit par les institutions militaires, soit par les institutions de la sécurité de l'État, soit par les institutions diplomatiques. Donc, et apparemment, la connaissance de la Syrie par la diplomatie américaine et l'ersatz de diplomatie qu'a encore la France ne semble pas convaincre les Russes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.